Dans l'actualité de ce mardi 23 avril 2019, paralysie dans le secteur de la justice, les avocats mettent leurs menaces à exécution. Ils ont entamé ce matin une grève de 96 heures. Les greffiers aussi sont en grève. Avocats, greffiers, tous accusent le gouvernement. Le gouvernement accusé également dans la crise du foncier. Les associations donnent de la voix. La coalition des associations pour la promotion du droit au logement parle de dilatoire à propos des commissions ad hoc chargées de l'appurement du passif du foncier urbain. Elle appelle l'exécutif à s'assumer clairement dans cette affaire. Bonsoir et bienvenue à tous. La rencontre entre le ministre de la Justice et le bâtonnier de l'ordre des avocats n'aura pas permis de désamorcer la bombe. Les avocats ont entamé leur grève de 96 heures ce mardi. Ils accusent l'État d'être responsable de violations massives et indiscriminées des droits humains, notamment le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, le droit d'accès au juge, le droit au principe de la permanence et de la continuité du service public de la justice. Conséquence, c'est la paralysie dans le secteur de la justice. Le procès du putsch manqué de septembre 2015 est à nouveau suspendu. Roméo Koïta. Des avocats qui quittent la salle d'audience du tribunal militaire où se déroule le procès du putsch manqué de septembre 2015. L'audience qui devrait reprendre ce 23 avril après 2 semaines de suspension a été aussitôt renvoyée au 30 avril prochain. C'est la conséquence directe de la décision de l'Ordre des avocats du Burkina de suspendre la participation des avocats à toutes les audiences des cours et tribunaux sur l'étendue du territoire national. Moi, en tant qu'avocat, j'ai des clients qui sont détenus, par exemple, à la maison d'arrêt depuis des mois, qui ne peuvent pas voir un juge, qui ne peuvent pas être jugés. Je trouve que c'est anormal. Et ce que nous faisons, c'est d'interpeller les autorités en leur disant, écoutez, la justice, il faut qu'elle fonctionne normalement pour tout le monde. Mais sinon, c'est d'autres graves problèmes qu'on pose. Vous ne pouvez pas emprisonner des gens. Parmi eux, il y a même probablement des innocents qui attendront des mois, peut-être voire des années, si cela se poursuit ainsi, pour après s'entendre dire qu'ils sont innocents. Et ce serait vraiment injuste. Et il n'y a pas que le procès du coup d'État manqué qui est affecté par ce mouvement d'humeur. Au tribunal de grande instance de Ouagadougou, les différentes salles d'audience sont restées vides. Selon le bâtonnier de l'Ordre des avocats, la crise qui secoue l'appareil judiciaire depuis 8 mois n'a que trop duré et accuse l'État d'être le seul responsable de ce dysfonctionnement. Et le ministère de la Justice, qui ne veut pas rester muet sur cette crise, a rencontré le premier responsable des avocats à son cabinet dans l'après-midi de ce 23 avril. Nous avons pu échanger, nous avons compris les efforts qui sont faits au niveau du ministère. Il y a de bonnes perspectives, donc nous aviserons. L'un des proches collaborateurs du ministre de la Justice qui a pris part à la rencontre annonce des mesures pour une sortie de crise. Le ministre de la Justice, tout à l'heure, a reçu le bâtonnier de l'Ordre des avocats pour lui expliquer ce qui est entrepris pour résoudre le problème de fond, je dis bien pour résoudre le problème de fond des greffiers et du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Et ce problème de fond, c'est lequel? C'est la mise en œuvre concrète de leur nouveau statut. Je crois qu'en principe, dans les jours à venir, il y aura une évolution dans ce sens. En dépit de ce tête-à-tête, l'arrêt de travail des avocats de 4 jours débuté ce 23 avril et la marche prévue pour le lundi sont toujours d'actualité. Il y a les avocats, mais aussi les greffiers. Eux observaient déjà un arrêt de travail depuis quelque temps. En cause, il y a notamment le nouveau code de procédure pénale en phase d'adoption. Les greffiers s'attendaient à un certain nombre d'avantages qui auraient été finalement biffés dans le texte. Roméo Koïta, Abdourazak Traoré. Si c'est le vendredi dernier que le mouvement d'humeur des greffiers est entré dans sa phase active, force est de constater que les mécontentements au sein de ce corps se manifestaient déjà depuis quelque temps. La raison des reversements mal faits. Mais ce qui a fait déborder le vase, c'est cet avant-projet de loi qui aurait été modifié unilatéralement par le ministère de tutelle. En fait, le mouvement d'humeur est fondé sur la modification unilatérale au ministère d'un avant-projet de loi qui avait prévu des dispositions en ce qui concernait les greffiers et qui a été modifié unilatéralement par le directeur de cabinet pour envoyer à l'Assemblée nationale. Le directeur de cabinet du ministère de la Justice, directement mis en cause dans cette affaire, refuta les accusations portées contre lui. Lorsque le texte sort du Conseil des ministres pour aller vers l'Assemblée nationale, le ministère initiateur ne peut rien
n'apporter ou ajouter à ce projet de texte en dehors des instructions que le Conseil des ministres a donné de prendre en compte. Que dit cet avant-projet de loi qui cristallise les passions? Voilà, le texte, il y avait des dispositions qui disaient que les magistrats, les greffiers en chef, les greffiers, les secrétaires des greffes et parquets, les gouverneurs de région, les hauts commissaires de province, les préfets de département, lorsqu'ils sont poursuivis pour crimes et délits, on doit désigner une juridiction particulière autre que là où ils sont pour que cette juridiction puisse connaître de l'affaire. Ça suppose qu'avec cette disposition, on allait éviter l'arbitraire et le favoritisme. Voilà. En exemple, un greffier qui officie au tribunal de Kaya, s'il a un problème, on désigne une juridiction qui va connaître de l'affaire. Ça veut dire que le favoritisme qu'on aurait pu faire au tribunal de Kaya sera évité, ou bien le règlement de compte qu'on aurait pu faire au tribunal de Kaya parce que nous travaillons ensemble sera évité. Selon le ministère de la Justice, les greffiers n'ont jamais été pris en compte parmi les corps professionnels qui doivent bénéficier de ces dispositions, ni dans le code de procédure pénale en vigueur, ni dans celui en examen. Ils n'en bénéficiaient pas, ou pas qu'ils n'en bénéficient pas, ils n'en bénéficient pas. Puisque pour l'instant, il y a des textes qui sont encore d'application. Il y a un code de procédure pénale qui s'applique. Ils n'en bénéficient pas. Les magistrats non plus. Puisque les textes qui accordaient ce privilège aux magistrats a été abrogé depuis 2000. Mais pour les magistrats, ça existait. Mais pour les greffiers, à mon avis, ça n'a jamais existé. C'est des propositions qui avaient été faites de leur faire bénéficier de ces avantages. Mais si à un moment donné, pour un certain nombre de raisons ou d'arguments qui peuvent tenir, s'ils ne sont pas d'accord avec ces arguments, je crois que l'Assemblée leur donne l'opportunité et la latitude d'aller convaincre l'Assemblée sur la nécessité de les prendre en compte dans ces privilèges. Les greffiers sont convoqués à l'Assemblée nationale où se trouve actuellement le projet de loi ce mercredi 24 avril pour discuter de la question. À ce stade de la lutte, le syndicat affiche presque son impuissance face à la situation. Il insiste. Nous n'avons pas décrété ce mouvement d'humeur, alors nous ne savons pas quand est-ce qu'il prend fin. Et on parle encore du foncier urbain. Les associations de défense du droit au logement se succèdent dans l'espace public pour dénoncer ce qu'elles appellent l'irresponsabilité de l'État dans la gestion de la crise. Ce matin, c'est la coalition des associations pour la promotion du droit au logement qui interpelle l'autorité sur le processus d'apurement du passif du foncier urbain. Processus en panne, estime cette coalition. Rémi Lambert-Nébier pour les explications. La mise en place des commissions ad hoc sur l'appurement du passif du foncier urbain est pour la coalition des associations pour la promotion du droit au logement, ni plus ni moins qu'un autre moyen dilatoire du gouvernement pour se soustraire de la question. Pour cette coalition, plusieurs sont les commissions dans les arrondissements qui n'ont pas encore débuté leurs travaux. Cette annonce qui a été faite depuis octobre 2018 et qui devrait travailler durant 6 mois ne connaît toujours pas un démarrage effectif dans certains arrondissements. Cela démontre encore une fois de plus le manque de responsabilité du gouvernement à mettre en place une commission pour l'appurement du passif et au non-respect des délais qu'eux-mêmes se sont fixés. Ainsi, nous constatons avec tristesse que cette commission c'est encore un moyen pour le gouvernement de gagner du temps et de berner une fois de plus la population. Pour la KPDL, bien des solutions existent pour apurer le passif du foncier urbain si l'État veut bien les appliquer. La coalition propose encore une fois de plus certaines solutions au gouvernement qui pourraient résoudre un tant soit peu cette situation. Faire l'état des lieux sur le terrain en comparaison avec le plan existant au niveau des mairies. Annuler les fiches d'attribution de parcelles délivrées ou de positionnement faites depuis la mise en vigueur jusqu'à la levée de la suspension. Fermer tous les grands trous qui sont dans les arrondissements et les bornés. Déclasser certaines réserves administratives et foncières et surtout la bande verte qui est devenue une zone d'insécurité pour la population et des lieux de débit de boissons dans les différents arrondissements pour en faire des parcelles pour solutionner un peu le problème. Recenser les parcelles transformées en réserves et les réattribuer, c'est-à-dire les terrains où les bornes ont été déterrés pour en faire des réserves dans le but de les vendre à un tiers. Toutefois, elle invite le gouvernement à prendre des mesures préventives lors des réattributions de parcelles. Souvent, nos
dirigeants disent que non, dans cette zone-là, on a attribué des gens là-bas et ils sont partis vendre leurs parcelles et puis revenir s'installer. Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont partis vendre et puis revenir s'installer? Si vous les attribuez, il faut casser les maisons. Casser leur maison. Qui va revenir encore s'installer là-bas? C'est de nouvelles locataires qui sont venus s'installer encore pour demander des parcelles. Donc souvent aussi, nous, la population, nous aussi nous commettons des erreurs. Mais malgré tout ça, la grande erreur vient du gouvernement. Si vous attribuez, cassez les maisons. Selon la coalition des associations pour la promotion du droit au logement, le gouvernement doit prendre ses responsabilités ou se désengager totalement au profit de certaines sociétés immobilières qu'elle estime crédibles et œuvrant dans le social. Les marketeurs du Burkina et l'ONG Humanity First ensemble pour offrir la santé et l'eau potable aux populations du Burkina Faso. Les deux partenaires ont lancé ce matin une campagne de réhabilitation gratuite de 100 forages et une opération de traitement de 600 patients atteints de cataracte. Alexis Belemnaba, Arsène Konitamde. La formation professionnelle, l'éducation, la santé et l'approvisionnement en eau potable, des champs d'action de l'ONG Humanity First depuis 2002 au Burkina Faso. Cette année, Humanity First a procédé au lancement de la caravane de 600 opérations gratuites et la réhabilitation de 100 forages sur l'étendue du territoire national. Le tout à un coût global de 250 millions de francs CFA. Une œuvre de bienfaisance au nom d'Allah, selon le chef de mission du projet. L'objectif de notre travail, d'abord, vous avez dans le Burkina Faso un problème de l'eau. Si en voyant dans les villages, souvent, les femmes ils font les kilomètres à kilomètres pour chercher l'eau. Si l'eau est à côté, si les forages qui sont en panne, parce que c'est une statistique qui donne que plus de 7000 forages sont en panne. Mais si ça c'est vrai, en ce moment, si nous regardons combien de forages étaient faits, mais c'est en panne, Jamaat Islamique a pris cette mesure qu'on va essayer de réhabiliter. Ça veut dire, quand on dit réhabilitation, ça veut dire qu'on va changer complètement le nouveau système. On va faire construction d'infrastructures, tout sera complètement fait ça. Et ça, quand sera fait, il sera facile pour la population pour avoir l'eau facilement chez eux. Vous savez, nous sommes une communauté religieuse, musulmane. Selon nous, pour avoir bénédiction d'Allah, c'est les œuvres qui sont très importantes. Ça veut dire notre objectif, on avoir le plaisir d'Allah. Soit notre créateur soit content de nous, que ce qu'on est en train de faire de son création. Parce que les créations d'Allah souffrent. Si on fait quelque chose pour cette création, pour l'humanité, Inch'Allah, il y aura une très bonne récompense, c'est ce qu'on cherche. Une œuvre de bienfaisance saluée par le gouvernement qui s'est dit heureux et exprime tout son attachement à la santé de la population. Nous aimerions en tout cas saluer et remercier la communauté Ahmadiyya pour cette énième initiative en faveur donc des populations vulnérables. C'est une caravane qui a le mérite d'intervenir aussi bien en amont qu'en aval de la politique de santé au Burkina Faso. Vous avez d'une part plus de 1000 forages qui seront réhabilités, donc c'est autant d'eau potable, donc c'est autant de bactéries évitées, donc autant de maladies dont nous pourrons donc dispenser nos populations. En ce sens-là, nous pourrons être heureux. Et donc, au nom du président Roch-Marc Christian Kaboré, dont vous connaissez l'attachement à la santé de ses concitoyens, nous souhaitons féliciter une fois de plus la communauté Ahmadiyya et l'ensemble des ONG partenaires qui, sur le terrain, chaque jour, apportent leur soutien donc, à notre pays. Créée en 1995, Humanity First existe dans 215 pays à travers le monde. En plus de la santé, elle intervient également dans l'électrification et l'adduction en eau potable. Une nouvelle équipe pour renforcer la cohésion et le dynamisme d'une maison secouée par une crise. Il y a quelques temps, l'UNPSB, l'Union nationale des producteurs sémenciers du Burkina, a un nouveau président. Inoussa Ouedraogo remplace Abdoulaye Ouedraogo. Le compte rendu de Kevin Elodie Zaba et Didier Daourou, Arsène Konitamde. Cette passation symbolique de service marque le début d'une nouvelle ère pour l'UNPSB, l'Union nationale des producteurs sémenciers du Burkina. Après 2 mandats passés à la tête de l'Union, Abdoulaye Ouedraogo passe le flambeau à Inoussa Ouedraogo. Ce dernier promet travailler d'arrache-pied avec sa nouvelle équipe pour une plus grande professionnalisation du secteur. Je place ce mandat sous les signes de professionnalisme agricole. Parce qu'effectivement, comme vous le savez, la production de semences a commencé il y a longtemps. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où il faut arriver à professionnaliser tout ce que nous faisons. Donc, nous plaçons un peu ce mandat sous les signes du professionnalisme agricole, de mécaniser en tout cas notre
production, mais mécaniser aussi le traitement des semences pour mettre sur les marchés des semences de qualité. Et nous voulons également travailler à consolider un peu les acquis et à travailler également à renforcer l'organisation. Et vous savez bien que si l'organisation est très bien faite, et tous les membres qui sont à l'intérieur bénéficient de l'activité dont nous menons. Une organisation réussie, c'est ce dont se réjouit le bureau sortant. Avec au départ 265 membres pour 200 tonnes de production de semences par an, l'Union compte aujourd'hui plus de 3500 membres avec près de 20 000 tonnes de production annuelle. Le chemin parcouru était vraiment long et avec pas mal de problèmes. Et parce que pour faire grandir une association qui vient de naître, ce n'était vraiment pas évident. Et l'amener jusqu'au niveau où nous sommes, ça veut dire que nous avons traversé pas mal de problèmes. Mais nous sommes fiers aujourd'hui, effectivement, de pouvoir le faire. Parce que si on regarde un peu, comme on l'avait dit, on ne peut pas parcourir ces chemins sans traverser des difficultés. Mais ces difficultés nous ont fait grandir. Ces difficultés nous ont amenés à nous surpasser pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Le nouveau bureau entend renforcer la cohésion au sein de l'Union. Et une cohésion qui est parfois mise à mal par les crises au sein du secteur, comme celle que traverse l'Union régionale des producteurs semenciers du Centre-Sud. Au Soudan, la rue maintient la pression. Après l'ultimatum, l'Union africaine se dit désormais disposée à accompagner le pays pour une sortie de crise apaisée. Le président de la commission de l'institution panafricaine a rencontré le chef du gouvernement militaire de transition pour discuter des pistes de solutions. Au Soudan, le Conseil militaire de transition demeure sous pression. Dimanche, son chef Abdel Fattah al-Burhan a rencontré le chef de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat qui a proposé l'appui de son organisation au pays en cette période de crise. Il y a des différences entre les partis. Cela nécessite plus d'efforts. En tant qu'Union africaine, nous sommes prêts à appuyer les Soudanais tout au long de cette phase. Si Dieu le veut, ils parviendront à un accord qui permettra une transition en toute sécurité. Un gouvernement civil qui gouvernera la nation pendant cette période et préparera un climat propice à des élections libres et régulières. Je vais préparer un rapport pour le Conseil de paix et de sécurité avec tout ce que j'ai vu ici au Soudan. Je crois que tout le continent comprendra ce qui se passe ici et que nous trouverons une solution au Soudan. La semaine dernière, l'Union africaine avait émis un ultimatum de 15 jours à l'armée soudanaise pour remettre le pouvoir aux civils sous peine de sanctions. Au Sri Lanka, les enquêtes évoluent 2 jours après les attentats qui ont fait 310 morts et plus de 500 blessés. Les autorités auraient eu des pistes bien avant les événements. Sur ces images de vidéosurveillance, on aperçoit le parcours de l'un des kamikazes présumés des attentats au Sri Lanka. Muni d'un sac à dos, cet homme va entrer dans l'église Saint-Sébastien de Negombo en pleine messe de Pâques, avant de se faire exploser. Lors d'une rencontre avec des diplomates étrangers, le président du Sri Lanka a montré des photos de plusieurs personnes soupçonnées d'avoir commis ces actes meurtriers. Les autorités sri-lankaises avaient attribué les attentats au NTJ, un mouvement islamiste local, mais peu de temps après, l'État islamique a revendiqué ces attaques suicides. Nous sommes amenés à penser qu'il y a des liens avec l'étranger. Certains éléments de preuve le montrent. Donc si l'État islamique l'a revendiqué, nous donnerons suite à cette revendication. Il y avait des suspicions sur la possibilité que l'État islamique soit en lien avec ces attaques. Le Sri Lanka bénéficie d'aide internationale dans l'enquête et cherche à savoir si le NTJ a bénéficié d'un soutien logistique international.
Les autorités semblaient savoir depuis des semaines qu'il y avait un risque potentiel d'attaque. L'Inde a fait passer un long message d'alerte les avertissant de la possibilité d'un plan en cours de réalisation par ce groupe local qui a déjà mis le feu aux poudres en Inde. Il y avait aussi une note de sécurité datant du 11 avril sur laquelle étaient inscrits les noms et adresses des personnes soupçonnées d'être proches de ce groupe. La police a pu arrêter 40 personnes dans les 48 heures suivant ces attaques à la bombe. Cela laisse penser qu'ils avaient assez d'informations pour savoir où chercher ces personnes. La question reste désormais, pourquoi ces renseignements n'ont-ils pas été transmis à la police ? C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous à 20h15. C'est Rianata Ouina qui vous retrouve pour le journal La Langue nationale Morée. Excellent suite de programme sur notre chaîne. Bonsoir.